Kita yuye mata ni. Mi ayo mi. Ke na bu. Ya, tinggi ya Rika. Ufata ugarang wala kunya so garang. Alhamdulillah. Ye, bawa garang kamu. Ye, bawa garang kamu. Nabi kutu garang. Mana dan manganje. Nasa saya berka. Tapi jago peladan manganje. Akan jabaca. Nabi ya tunggu anu tu ya nana. Madam. Bayi juga. Mama dah. Ufata ugarang wala kunya so garang. Alhamdulillah. Ye, bawa garang kamu. Ye, bawa garang kamu. Nabi kutu garang. Mana dan manganje. Nasa saya berka. Tapi jago peladan manganje. Akan jabaca. Mana? Jangan jiwa kau di foto lah. Allah. Ini artan jiwa. Ini artan jiwa. Nasi itu kusuk dia anda saya. Hah kita nana. Ini kali baru. Ini dia kok. Buku ya kamu mati kau ikan. Oh, jangan. यार पापा ना यार
6h57, temps universel sur RFI, c'est l'heure de retrouver Maman. Bonjour. Bonjour Sébastien. Il paraît, Maman, que 30% des habitants de cette petite planète vivent sans électricité. C'est une étude du PNUD qui le révèle. Un tiers de l'humanité n'a pas accès à l'électricité et vit dans le noir une fois le soleil couché, sans télé, sans internet, sans frigo, sans micro-ondes, sans climatiseur. Bon, attention, PNUD ne signifie pas Parti national pour l'union et la démocratie, comme il y en a par dizaines au Gondwana depuis des années, sans que les Gondwanais aient vu ni l'union ni la démocratie dans leur vie. Non, PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement qui existe depuis des années, sans que les Gondwanais aient vu le développement rien qu'une minute dans leur vie. Heureux donc ces Gondwanais dans l'obscurité plongée. Heureux ces Gondwanais qui, tchoko, ont développé des qualités inhérentes à cet environnement sans pollution lumineuse. On ne voit pas bien dans le noir nocturne. Le Gondwanais a développé une ouïe si fine qu'il peut identifier n'importe qui dans l'obscurité, rien que par le bruit qu'il fait en marchant. Le Gondwanais, dans l'obscurité plongée, se déplace dans la nuit noire comme la chauve-souris, grâce à un sonar qui lui permet d'éviter flaques d'eau, trous et caniveaux à ciel ouvert. Heureux Gondwanais privés d'électricité, ils ne connaissent pas leur bonheur. Ils ne sont pas obligés de faire la queue des heures et des heures devant les guichets de la Société gondwanaise d'électricité, rien que pour payer leurs factures. Oui, si tu ne payes pas ta facture avant le 30 du mois, la SGE te coupe le courant. Et sache que les guichets de la SGE ne sont ouverts que le 28 et le 29 du mois. Tu imagines la file d'attente? Soit tu payes, soit tu deviens une chauve-souris. La SGE a ce pouvoir-là sur les Gondwanais. D'ailleurs, elle a tous les pouvoirs, la SGE. Anciennement entreprise publique sous le nom de SEG, Société d'électricité du Gondwana, la SGE, le changement est subtil, la SGE d'aujourd'hui, boîte privée, propriété d'un grand groupe privé benguiste, qui l'a acheté Njo, comme on dit au Cameroun, pour une petite poignée d'arachides et une grosse brassée de bakshish. Eh bien, la SEG, du jour au lendemain, a multiplié ses tarifs par 10 et ainsi donc multiplié par beaucoup le nombre de Gondwanais chauves-souris. Le slogan de la SGE n'est-il pas « La SGE, on lui doit toujours plus pour la lumière ». Heureux Gondwanais dans l'obscurité plongée une fois la nuit tombée et qui, toute la journée, cuisent sous le soleil et le vent chaud Gondwanais en se disant que si président fondateur et la SGE n'ont pas choisi l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, c'est qu'ils doivent avoir de très bonnes raisons. Maman sur RFI. Maman, on vous retrouve demain 6h57, temps universel. Pour ceux qui ont l'électricité, on vous retrouve sur internet www.rfi.fr. Ay!
www.rfi.fr. RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel. Benoît de Solmignac. Bonjour à tous. 40 ans de prison requis au Cambodge contre Douk, l'ancien tortionnaire Khmer Rouge jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Douk s'est ensuite exprimé avant les plaidoiries de ses avocats. Nous ferons le point dans un instant avec Anne-Laure Poré à Phnom Penh. L'embargo sur les armes en RDC évoqué aujourd'hui par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon le groupe d'experts de l'ONU, la rébellion hutu-rwandaise de l'Est de la RDC s'est procuré des armes grâce à des appuis internationaux. Football, petite défaite pour les Lyonnais hier soir face à la Fiorentina, 1-0, mais l'OL est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas le cas des Marseillais qui doivent s'imposer face au Milan AC ce soir. 40 ans de prison requis contre Douk au Cambodge. Douk, cet ancien tortionnaire Khmer Rouge, chef de la prison S21 sous le régime de Pol Pot. Il comparait devant le tribunal spécial à participation internationale. Après les réquisitoires, il a pris la parole avant les plaidoiries de ses avocats. Anne-Laure Poré, vous êtes avec nous en direct de Phnom Penh. Comment est apparu Douk devant le tribunal ce matin ? Douk était sobre, sérieux, chemise bleue, pantalon gris, lunettes sur le nez, le parfait profil du professeur. Un profil auquel il nous a habitués depuis le début de son procès. Impassible, il a sorti ses notes et est resté le nez collé dessus pour une lecture d'1h25 sans interruption, plutôt fastidieuse. D'ailleurs, en salle d'audience, le public s'endormait. Alors Douk a pu prendre la parole après le réquisitoire. Qu'a-t-il eu à dire pour sa défense ? Il n'a pas fait de déclaration ou de révélation fracassante. Le texte qu'il lisait s'adressait au juge. Douk est resté sur la ligne qu'il a toujours tenue. Il a redit qu'il était un engrenage dans la machine, qu'il avait voulu se mettre au service du peuple et s'était retrouvé au service d'une organisation criminelle. Il a listé les éléments qu'il a fournis au tribunal qui justifient de sa collaboration en espérant obtenir l'indulgence de la Cour. Il a réitéré ses regrets et demandé que la porte du pardon reste ouverte. C'était peut-être sa dernière intervention publique. Alors 40 ans de prison, c'est la peine requise contre l'ancien chef de la prison S21. Quelle réaction au Cambodge face à la peine réclamée ? Eh bien, sur le coup, une partie civile est sortie effondrée parce que pour elle, la peine de perpétuité et la peine de 40 ans, c'est pas la même chose. Mais dans l'ensemble, les plaignants sont très satisfaits. Le procureur a bien expliqué pourquoi il demandait 40 ans, ce qui a fait remonter l'accusation dans l'estime des familles des victimes. Et puis, il faut rappeler que Douk a 67 ans, alors 40 ans ou la perpétuité, pour les plaignants, ça fait pas une si grande différence. Merci Anne-Laure Poré en direct de Phnom Penh. 52 morts, le bilan du massacre perpétré avant-hier dans le sud des Philippines s'est encore alourdi. La police de l'île de Mindanao désigne ce matin un allié politique de la présidente Gloria Arroyo comme principal responsable de cette tuerie. Il s'agit d'un certain Ontal Ampatuan Jr., maire de Datu Unsai. Selon les autorités, le massacre a été commandité afin d'empêcher un rival du gouverneur de la province de se porter candidat lors d'élections prévues l'an prochain. Barack Obama a reçu le Premier ministre indien à la Maison-Blanche hier. Devant Manmohan Singh, le président américain a salué en l'Inde un partenaire indispensable. Les deux hommes ont abordé de nombreux sujets, le climat à l'approche du sommet de Copenhague, mais aussi la lutte contre le terrorisme et la question du nucléaire civil. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui à huis clos pour évoquer l'embargo sur les armes à destination de la République démocratique du Congo. Dans les mains des pays membres, le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Rapport encore confidentiel, mais qui RFI dévoile aujourd'hui. Le document est principalement consacré au nord et au sud Kivu. Dans ces deux provinces, les opérations militaires n'ont pas permis de démanteler la rébellion hutu-rwandaise, qui a réussi à s'approvisionner en armes grâce à de sérieux appuis. Les détails avec Cyril Ben-Simon. Les combattants FDLR disposent de connexions internationales. D'après les enquêteurs des Nations Unies, ils ont pu s'approvisionner en armes et en munitions grâce à des contacts avec des officiers de l'armée congolaise.
Mais surtout, il bénéficie d'appuis très haut placés au Burundi et en Tanzanie. Le Burundi leur sert de base arrière et leur permet, avec l'Ouganda, de faire transiter sans difficulté l'or qu'ils exploitent dans les Kivu. Concernant le rôle des leaders en exil des FDLR récemment arrêtés, le panel démontre qu'Ignace Muruanachiaka et Straton Musoni sont impliqués dans des transferts d'armes et le blanchiment d'argent issu des ventes illégales de minerais. Les deux hommes prenaient dans les faits toutes les décisions importantes du mouvement, y compris les plus funestes. Toujours sur la situation dans l'est de la RDC, les enquêteurs de l'ONU estiment que l'intégration du CNDP dans l'armée n'est pas encore effective. L'ex-rébellion continue de prélever des taxes et conserve des caches d'armes. Pourtant, son nouveau chef, Bosco Ntaganda, est dans les faits le commandant second de l'opération anti-FDLR au sud Kivu. Enfin, concernant le réchauffement des relations diplomatiques entre Kigali et Kinshasa, les experts démontrent qu'il s'agit en fait davantage d'une collusion pour des intérêts.